Cet asphalte supporte 40 tonnes et résiste à moins 40 degrés. Je me trouve au cœur d'une usine où on le fabrique dans des conditions extrêmes. Salut les amis, c'est votre gars qui traîne sans cesse dans les usines pour vous montrer comment on fabrique ce qui se trouve sous nos pieds. Aujourd'hui, production d'asphalte capable de supporter poids lourds et froid polaire. Entrons dans le vif du sujet. L'asphalte ordinaire se fissure en hiver et s'affaisse en été sous les camions. Mais celui-ci est différent. Les enrobés stables face à ces deux extrêmes simultanément sont rares. Pourquoi ? Parce que c'est cher, complexe et risqué. Un seul pourcentage incorrect d'additifs et tout le lot part à la poubelle. La route se détériore en quelques saisons. Les usines qui maîtrisent cette fabrication se comptent sur les doigts d'une main. Il faut des laboratoires précis, polymères coûteux, consommation énergétique énorme et contrôle permanent pour éviter que le mélange ne brûle ou perde ses propriétés. La plupart des routes utilisent des recettes standards, tandis que l'asphalte extrême reste réservé aux aérodromes, axes à fort trafic et régions nordiques. Je suis arrivé alors que la brume flottait encore, mais on entendait déjà le vrombissement des tambours et le cliquetis des grues déversant des tonnes de pierre. L'odeur que tous connaissent, bitume chaud, gravier brûlant, légère fumée. Suivez-moi dans l'atelier, je vais vous guider pas à pas, sans fioriture. D'abord, la matière première. On achemine des milliers de tonnes de gravier de granulométrie variée, du sable et de la poudre minérale. Tout est tamisé par d'énormes cribles pour éliminer poussière et morceaux trop gros. Ensuite, les matériaux entrent dans les tambours sécheurs. Longs cylindres où l'air chaud à 160-180 degrés les balaye. L'humidité doit s'évaporer complètement, sinon l'asphalte ne tiendra pas. Le vacarme est assourdissant, la chaleur telle qu'on la ressent de loin. Pré-séchage, granulats et sable rejoignent les trémies de pesage, quantité exacte prescrite par l'ordinateur. Tant de livres de gravillon d'une fraction donnée, tant de sable. Un écart supérieur à 0,5% suffit à déclasser le lot. Pour une route encaissant 80 000 livres par essieu jour après jour, la recette compte. C'est là que l'asphalte industriel se distingue de celui qu'on coule dans l'allée. Le bitume ordinaire devient cassant au gel, se fissure, puis ramollit à la chaleur et flue sous les roues. Pour les charges sérieuses, on utilise du bitume modifié. On y ajoute du caoutchouc polymère, qui reste souple à moins 40, garde sa forme à plus 60. Le bitume est chauffé entre 320 et 350 degrés Fahrenheit et versé dans le malaxeur au moment précis où les granulats sont chargés. Cycle de malaxage, de 20 à 45 secondes. Trop long, le mélange durcit et ne se pose plus uniformément. Trop court, le bitume n'enrobe pas chaque grain. Et au bout d'un an, la route s'effrite. J'ai vu l'opérateur ajouter des fibres spéciales et des stabilisants pour éviter la séparation. Chaque tonne coûte bien plus cher que l'ordinaire. Additifs onéreux, contrôle constant. Le laboratoire prélève des échantillons régulièrement, vérifie viscosité, résistance au gel, solidité. Ils m'ont montré un test. L'asphalte classique s'est fissuré à moins 40. Celui-ci s'est juste courbé avant de reprendre forme. Cette ampleur quand on réalise l'expérience derrière chaque mètre carré. Le mélange prêt rejoint des trémies chauffées où les camions le chargent aussitôt. Une telle usine peut produire plusieurs centaines de tonnes d'asphalte extrême par jour. Mais pas d'avantage, la qualité prime. Le risque est élevé, 10 degrés de trop dans le tambour et le bitume brûle. Tout le lot perd ses propriétés. Les ouvriers plaisantent. Fabriquer cet asphalte, c'est comme préparer une sauce complexe. Un peu trop d'épices et tout est fichu.
Voyons pourquoi c'est si rare. L'asphalte ordinaire est partout, mais celui qui résiste à de tels extrêmes exige une formulation précise pour chaque route. Dans les régions froides, il ne doit pas devenir cassant. Sous 40 tonnes, il ne doit ni s'affaisser ni former d'ornières. On y ajoute donc des polymères pour l'élasticité et des charges spéciales pour la résistance. Le procédé requiert des équipements modernes garantissant température stable et dosage exact. Les anciennes usines ne peuvent atteindre cette précision, si bien que seules les installations de pointe acceptent de telles commandes. Le mélange brûlant quitte l'usine et le chrono démarre. Dans la benne, il se maintient entre 154 et 160 degrés Celsius. Mais chaque minute sur la route lui fait perdre quelques degrés. Fenêtre de pause, entre 120 et 150 degrés. En dessous de 110, impossible à étaler, direction la décharge. Résultat, trajet maximum 40 à 50 minutes entre l'usine et le chantier. Zéro embouteillage toléré. Le dispatcher et l'équipe terrain travaillent main dans la main. Car si le camion arrive et que le compacteur n'est pas prêt, plusieurs tonnes de bitume hors de prix durcissent dans la benne. Le compacteur roule quasiment collé derrière la finisseuse. L'écart ne dépasse pas 6 à 9 mètres. Premier passage. Compactage initial, pression d'environ 25 tonnes. Puis, compactage intermédiaire au rouleau vibrant. Enfin, passage final au rouleau lisse pour fermer la surface. Ces 3 passages doivent être bouclés avant que la température descende sous 80 degrés Celsius. Passé ce cap, la structure est figée. Aucun rattrapage possible. L'asphalte classique sur une route à fort trafic tient de 5 à 8 ans avant les premières réparations. L'asphalte modifié, de 12 à 50. Le double en durée, mais financièrement ce n'est pas aussi simple. 1 mètre carré de revêtement modifié coûte 30 à 40% de plus à la pose. Mais sur toute sa durée de vie, réparation comprise, le surcoût n'est que d'environ 20 à 25%. Les services de voirie le savent, mais les budgets se votent pour 1 an et non pour 15. Du coup, l'option la moins chère l'emporte à l'appel d'offres. En nombre de passages, c'est encore plus parlant. Un revêtement standard encaisse de 1 million à 1,5 million de passages d'essieux de 36 tonnes avant que les ornières ne dépassent 1 cm. L'asphalte modifié au polymère, de 2 millions à 2,5 millions dans les mêmes conditions. Sur un aérodrome où le train d'atterrissage d'un avion pèse plusieurs fois celui d'un poids lourd, cette marge n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Aujourd'hui, je vous ai entraîné dans un endroit où tout autour est blanc, comme si nous avions atterri sur le plateau de tournage d'un film se déroulant sur une lointaine planète enneigée. Mais à la place de la neige, ce sont des roches. Nous parlons aujourd'hui du calcaire. On pourrait croire qu'il n'y a rien de fascinant dans ce morceau de roche blanche que nous avons tous vu à l'école près du tableau. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Nous nous trouvons actuellement au fond d'une carrière gigantesque, où l'ampleur de l'exploitation fait battre le cœur un peu plus vite et trembler la caméra d'émerveillement. Le calcaire est le fondement de notre civilisation, au sens propre du terme. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment des montagnes entières se transforment en routes, en bâtiments, et même en quelque chose que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner, sans même vous en douter. Si l'on rassemblait tout le calcaire que l'humanité extrait en une année, on obtiendrait une montagne de plus de 5000 mètres de haut, presque l'Elbrus, mais entièrement composée de coquilles de mollusques antiques. La production mondiale totale dépasse 5 milliards de tonnes par an. C'est tellement colossal que si nous chargions cette pierre dans des wagons de marchandises standards, le train ainsi formé ferait plus de 30 fois le tour de l'équateur terrestre. Regardez autour de vous.
Ces terrasses blanches, qui descendent en profondeur, évoquent d'antiques amphithéâtres, sauf qu'au lieu de gladiateurs, ce sont d'immenses excavateurs qui y œuvrent. Chaque gradin de ces terrasses mesure près de 15 mètres de hauteur. C'est comme un immeuble de 5 étages, taillé dans la roche massive. Pour détacher un fragment de cette paroi, une simple pioche ne suffirait pas. On a recours ici au forage et au dynamitage. Des machines spécialisées percent des trous profonds où l'on introduit un mélange explosif qui fait littéralement voler la roche en milliers de fragments, petits et moins petits. Quand une telle explosion se produit, le sol tremble sous nos pieds, comme si un troupeau de mammouths venait de passer. Mais ce que nous voyons n'est déjà que le résultat. Des montagnes de roches qu'il faut maintenant évacuer. C'est alors qu'entrent en scène les véritables maîtres de ces chemins, les tombereaux de carrière. Une seule de leurs roues pèse plus lourd que 3 de mes voitures réunies. Ces géants transportent 40, voire 60 tonnes de roches d'un seul coup. Quand un tel monstre passe à proximité, un nuage de poussière blanche s'élève et recouvre tout alentour. C'est précisément ce calcaire, cette roche qui, il y a des millions d'années, était le fond d'un océan chaud. Songez un instant, nous marchons aujourd'hui sur les restes de coquillages, de coraux et de squelettes de créatures marines qui vivaient ici bien avant l'apparition des premiers hommes. C'est un véritable portail temporel que nous réduisons en gravier. Une fois chargées, les pierres partent vers le concasseur primaire. C'est une immense gueule d'acier qui broie des blocs de la taille d'un réfrigérateur en morceaux que l'on peut tenir dans la main. Le bruit y est si assourdissant que même avec un casque anti-bruit, vous le ressentez dans tout votre corps. Du concasseur, le calcaire tombe sur un tapis roulant. C'est comme un fleuve infini qui charrie l'or blanc de la carrière vers les installations de tri. La longueur de ce convoyeur dépasse 3000 mètres dans cette usine. Il serpente à travers collines et ravins, acheminant la matière première jusqu'aux ateliers de traitement. L'étape suivante, le tri par calibre. La pierre passe au crible de tamis géants qui vibrent à une cadence vertigineuse. À la sortie, on obtient différentes granulométries, depuis les gros moellons destinés à consolider les berges ou construire des digues, jusqu'au sable fin. Mais le plus fascinant commence là où l'on prévoit de transformer le calcaire en autre chose. En chaux, par exemple. Pour cela, la pierre est envoyée dans des fours. Ce sont d'immenses tours où règne une température supérieure à 1100 degrés Celsius. À l'intérieur se produit une réaction chimique. Le calcaire se décompose, libérant du dioxyde de carbone et nous laissant de la chaux vive. C'est une substance très agressive qui, au contact de l'eau, se met à bouillir en dégageant une quantité phénoménale de chaleur. J'ai vu comment on pourrait faire cuire un repas dans de telles fosses, même si je vous le déconseille vivement si vous tenez à vos casseroles et à votre santé. Pourquoi avons-nous besoin de tant de chaux, me demanderez-vous ? Eh bien, je vais vous le dire. Sans elle, aucune structure métallique moderne n'existerait. En métallurgie, le calcaire est utilisé comme fondant. Il attire à lui toutes les impuretés indésirables du fer en fusion, les transformant en scories que l'on évacue ensuite tout simplement. Autrement dit, chaque rail, chaque automobile et chaque charpente de gratte-ciel ont été purifiés par cette pierre blanche. Mais ce n'est pas tout. Si nous nous tournons vers l'agriculture, nous constatons que la farine calcaire sauve les sols acides. On l'épand dans les champs pour que les plantes puissent mieux assimiler les nutriments. Il s'avère donc que la pierre extraite des carrières nous aide à cultiver le blé et le maïs. Penchons-nous maintenant sur l'industrie agroalimentaire, car c'est là que commence une véritable histoire de détective. Vous êtes-vous déjà demandé comment on rend le sucre si blanc et si pur ? Eh bien, c'est grâce au lait de chaux.
Lorsqu'on transforme la betterave sucrière en jus, cela ressemble à un liquide marron et trouble que vous n'auriez certainement pas envie d'ajouter à votre café. Mais après purification à la chaux, toutes les impuretés se déposent et l'on obtient un sirop limpide et transparent. Alors, chaque fois que vous mettez une cuillère de sucre dans votre tasse, pensez à ces carrières blanches et à ces excavatrices géantes. Elles travaillent même pour votre dessert. Nous passons maintenant devant l'atelier où le calcaire est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine. Cette poudre est ajoutée au papier pour le rendre dense et blanc. On l'ajoute aussi au plastique, à la peinture, au caoutchouc des pneus de votre voiture. C'est une charge universelle qui permet d'économiser des matières premières plus coûteuses, tout en améliorant les propriétés des produits. Le calcaire est partout. Vous êtes littéralement assis dessus, vous écrivez dessus, et vous regardez des murs peints grâce à lui. L'usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les hommes se relaient, les machines se ravitaillent, et le tapis roulant continue d'avancer, imperturbable, charriant sa cargaison de pierres. C'est comme un grand organisme mécanique qui ne dort jamais. Si le concasseur s'arrête, c'est toute la chaîne qui s'effondre en 1 heure, jusqu'à l'expédition du produit fini. L'aspect écologique mérite qu'on s'y attarde. L'extraction de la pierre, c'est toujours une intrusion dans la nature, mais les usines modernes s'efforcent de compenser. J'ai vu d'anciennes carrières transformées, une fois les travaux terminés, en magnifiques lacs ou en parcs. Les terrasses sont reboisées, et 10 ans plus tard, on peine à croire que des artificiers y ont un jour travaillé. C'est la pratique normale dans le monde civilisé. Prendre à la nature ce dont nous avons besoin, mais laisser derrière nous quelque chose de viable. Merci de m'avoir accompagné dans ces labyrinthes blancs. Nous avons encore devant nous bien des usines fascinantes, où le métal fond et où la pierre reprend vie. Construisez solidement, vivez intensément, et souvenez-vous que même les choses les plus simples sous nos pieds ont leur histoire extraordinaire qui mérite d'être racontée. Rendez-vous dans les prochains épisodes, où nous dénicherons à nouveau quelque chose d'immense, de retentissant et d'incroyablement captivant. À bientôt sur de nouveaux sites, où ensemble nous explorerons comment fonctionne ce monde dans ses plus grandes manifestations. Ces colonnes soutiennent des ponts entiers. Et me voilà au cœur d'une usine où elles sont façonnées littéralement à la main par des artisans. Chaque pilier n'est pas qu'un simple bloc de béton, mais une véritable sculpture née dans un coffrage. Je suis arrivé très tôt ce matin, alors que la brume flottait encore sur le site et qu'on entendait déjà au loin le grondement de la bétonnière. L'air embaume le mortier frais, le métal mouillé et les coffrages en bois. Suivez-moi dans l'atelier. Je vais tout vous raconter tel que je le vois, sans fioritures. Et n'oubliez pas d'indiquer de quel pays vous nous regardez. Je lis vos commentaires avec passion. La première chose qui frappe le regard, ce sont ces gigantesques moules métalliques. Ils se dressent en rangée, chacun mesurant plus de 20 mètres de long et près de 2 mètres de large. Les ouvriers les nettoient et les enduisent d'une huile spéciale pour que le béton se démoule ensuite sans difficulté. Je me suis approché et j'ai touché. Froid, lourd, comme la carapace d'une bête préhistorique. À l'intérieur des moules, ils commencent déjà à installer l'armature. Ce ne sont pas de simples barres, mais un véritable squelette de tiges d'acier épaisses, chacune d'un diamètre de 2 cm. On les soude et les lie à la main avec du fil de fer pour que l'ensemble tienne solidement. Un tel ferraillage pèse plusieurs tonnes et on le soulève à la grue, lentement, comme si quelqu'un déposait avec précaution un squelette dans un corps. Je reste là, pensif. Combien de travail dans chaque centimètre? Ensuite vient le béton. On le prépare dans d'immenses malaxeurs et ici les proportions sont précises comme en pharmacie.
Pour une part de ciment, on prend 3 parts de sable, 4 parts de gravier et un peu d'eau avec des adjuvants qui rendent le mélange fluide. Un ouvrier casqué me montre le pupitre de commande. L'automatisation dose tout au gramme près, car une erreur d'1% peut compromettre toute la gâchée. Le mélange coule comme une rivière grise, épais et collant, guidé directement dans le moule par des goulottes. J'entends ses gargouillements et ses clapotis, comme s'il était vivant. Et pour éviter que l'air ne reste emprisonné à l'intérieur, on active les vibrateurs. Il secoue le moule si fort que le sol tremble sous mes pieds. Le béton se tasse, remplit chaque recoin, et la colonne prend forme peu à peu. Vient maintenant le plus intéressant, la maturation. Les moules sont refermés et envoyés dans une chambre spéciale où la température est maintenue à 25 degrés Celsius avec une humidité élevée. Ils y restent au moins 7 jours. J'ai jeté un œil à l'intérieur par le hublot. C'est silencieux, seuls les ventilateurs bourdonnent. Pendant ce temps, le béton durcit et devient si résistant qu'il peut supporter des charges de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Les ouvriers plaisantent en disant qu'en une semaine, la colonne devient adulte et ne craint plus ni la pluie ni le gel. Et moi, je reste là, à imaginer comment elle partira ensuite sur le chantier d'un pont, quelque part au-dessus d'une rivière, pour devenir partie intégrante de quelque chose d'immense. Lorsque le temps s'écoule, les moules s'ouvrent. La grue soulève les coffrages. Et la voilà, une colonne achevée, lisse, grise, qui brille au soleil. Mais ce n'est pas encore terminé. On la contrôle. Un ouvrier muni d'un marteau tape légèrement sur la surface, écoute le son. S'il résonne clairement, c'est qu'il n'y a pas de cavité à l'intérieur. Ensuite, on mesure la longueur. Exactement 21 mètres et 5 cm, comme prévu dans le projet. Et puis, on effectue des essais de résistance. On découpe un petit cube que l'on comprime jusqu'à ce qu'il se fissure. Les chiffres montrent que tout est conforme. La résistance dépasse même les exigences. J'ai essayé moi-même de frapper dessus. Le son d'une cloche, parole d'honneur. Après les contrôles, les colonnes sont acheminées vers l'entrepôt. Là, on les dispose horizontalement sur des supports spéciaux pour qu'elles ne se fissurent pas sous leur propre poids. Une de ces pièces pèse près de 100 tonnes, alors les véhicules de transport sont de véritables mastodontes à une dizaine de roues. J'ai vu le chargement de l'une d'elles, lentement, avec précaution, comme s'il s'agissait d'un nourrisson. Et juste à côté, 5 autres attendaient, prêtes à partir. L'usine en produit plusieurs par semaine, et chacune est destinée à son propre chantier. Tantôt un nouveau pont, tantôt un viaduc, tantôt un bâtiment industriel. J'ai refait le tour de l'atelier une dernière fois, de la bétonnière à l'entrepôt, et mes mains tremblent d'enthousiasme. Ici, tout sent le ciment et le métal, et les gens travaillent avec une telle coordination qu'on dirait une grande machine, mais vivante. Et vous savez ce qui est le plus drôle ? Je pensais que le béton, c'était quelque chose d'ennuyeux et de gris. Mais en réalité, il y a derrière lui tant de précision et de puissance qu'on a envie de tirer son chapeau devant chaque ouvrier. C'est ainsi que naissent ces colonnes qui porteront ensuite les ponts. Je suis resté encore 1 heure, juste pour voir couler le prochain lot. Et je prévois déjà de revenir quand ils partiront pour le montage. Les amis, si ça vous a plu, dites-moi en commentaire où aller encore en visite. Moi je vous dis à bientôt dans les usines. Portez-vous bien et que vos ponts tiennent toujours solidement. Et encore un petit mot, car je n'ai pas eu le temps de tout raconter. Quand la colonne est sortie du moule, on la traite parfois à la vapeur sous haute pression pour rendre la surface encore plus lisse. Ça ajoute quelques jours, mais le résultat en vaut la peine. J'ai tenu dans mes mains un petit morceau de béton fini, lourd comme de la pierre et qui ne s'effrite pas du tout.
L'ouvrier m'a expliqué qu'une telle colonne peut durer 100 ans et plus si tout est fait dans les règles de l'art. Et puis, il marque chacune d'elles, numéro, date, lot, pour savoir ensuite précisément où elle ira. J'ai photographié l'une de ces marques de près pour que vous puissiez voir vous aussi à quel point tout cela est sérieux. Sur le chantier, ces colonnes sont levées par des grues qui sont en soi des merveilles de technologie et mises en place avec une précision millimétrique. Ensuite, on les relie aux poutres et aux dalles. Et voilà qu'une structure entière soutient la route au-dessus de l'eau. J'ai vu des photos du montage. Les colonnes ressemblent à des soldats au garde à vous, alignés et inébranlables. Ici, à l'usine, j'ai compris combien d'éléments doivent s'assembler pour que tout soit parfait. De la qualité du sable à la température dans la chambre de cure, chaque détail compte. Un autre aspect qui m'a frappé, c'est la façon dont ils économisent les matériaux. Les moules sont réutilisables, on s'en sert des centaines de fois. Et les déchets de béton sont recyclés, rien ne se perd. J'ai parlé avec un ingénieur, il m'a montré le plan. Tout est calculé pour que les coûts soient minimaux et la solidité maximale. Ces ponts portent sur leurs épaules un pays tout entier. Les États-Unis en comptent exactement 623 193, selon le National Bridge Inventory. Imaginez, chaque jour, plus de 163 millions de trajets automobiles s'effectuent précisément sur des ponts déjà en mauvais état. Les gens se précipitent au travail, transportent des marchandises, partent en voyage. Et aucun d'eux ne se doute que sous leurs roues se trouvent des structures qui ont depuis longtemps dépassé leur durée de vie. L'âge moyen d'un pont américain est de 47 ans, alors que sa durée de conception n'est que de 50 ans. Autrement dit, la plupart sont déjà à la limite. Voilà, je me dirige vers ma voiture, et tout ce que j'ai vu tourne encore dans ma tête. L'usine fonctionne à plein régime, et plusieurs colonnes attendent encore leur tour. Merci d'avoir été avec moi pour cette visite. Si vous voulez davantage de reportages comme celui-ci, likez et abonnez-vous, car il reste encore plein d'endroits passionnants à découvrir. À bientôt les amis, et que vos routes mènent toujours là où il faut. Si vous voulez comprendre de quoi est fait le Mexique moderne, il faut vous rendre à Monterrey. C'est la ville de l'acier, le Chicago mexicain, où l'horizon est dominé non pas par des palmiers, mais par les cheminées de gigantesques usines. C'est ici, dans les fours de l'entreprise Ternium, qu'est né le squelette de l'un des projets les plus ambitieux de l'humanité, le pont de Baluarte. Notre visite commence dans l'atelier où l'air vibre de chaleur. Ici, il ne fait pas simplement chaud, ici règne l'énergie d'une planète en fusion. Nous nous tenons près du four à arc électrique. Lorsque les électrodes plongent dans la charge, retentit un tonnerre assourdissant, tandis que des gerbes d'étincelles aveuglantes frappent les murs. Ici, à Monterrey, on coulait un alliage spécial à haute résistance, capable de supporter le poids du pont et les charges de vent furieuses dans les montagnes. Je vois l'acier incandescent se déverser dans les moules. Ce sont les futures sections des pylônes. Pour le pont Baluarte, l'acier n'a pas simplement été fondu. Il a été créé comme un matériau composite capable de résister à des pressions et des torsions extrêmes. À Monterrey, dans des usines comme Ternium, le processus de fusion pour de tels ouvrages se transforme en chirurgie stérile à grande échelle. Tout commence dans les fours à arc électrique. Contrairement aux hauts fourneaux classiques qui utilisent du coke, l'acier y est fondu grâce à des décharges électriques d'une puissance phénoménale. Cela permet d'atteindre des températures supérieures à 1650 degrés Celsius en quelques minutes à peine. Mais la véritable prouesse réside dans le traitement hors four. Pour le pont de Baluarte, il fallait un acier à faible teneur en carbone, mais riche en éléments micro-alliés. Le métal en fusion est introduit dans une chambre à vide spéciale, où l'on extrait littéralement par aspiration les gaz dissous,
hydrogène et azote. Si la moindre bulle microscopique d'hydrogène subsiste dans le métal, elle créera lors du refroidissement une fissure interne, un flocon. Pour un pont suspendu au-dessus d'un gouffre de 400 mètres, c'est une condamnation à mort. On ajoute au métal en fusion des ingrédients secrets, du niobium et du vanadium en microdose. Ils agissent comme des affineurs de grains. Dans l'acier ordinaire, la structure cristalline est grossière. Ces éléments forcent le métal à former une structure à grains fins. L'acier devient ultra solide, tout en restant ductile. C'est crucial pour la Sierra Madre, où surviennent des tremblements de terre. Le pont ne doit pas être cassant. Il doit plier sans rompre. Lorsque les énormes plaques d'acier sortent du four, on ne se contente pas de les laminer en feuilles. L'usine de Monterrey utilise une technologie fascinante. L'acier passe entre des cylindres à des températures strictement contrôlées, puis est refroidi instantanément par de l'eau sous haute pression. Cela trempe le métal au niveau moléculaire tout en lui donnant sa forme. On obtient ainsi de l'acier X65 ou X70, si résistant qu'il permet de réduire l'épaisseur des parois des pylônes, diminuant le poids total du pont sans compromettre sa capacité portante. Un atelier entier est dédié au haubans. Le pont Baluart est un pont à haubans, maintenu par des câbles d'acier. Mais « câble » est un mot trop faible. Il s'agit de faisceaux composés de dizaines de fils d'acier à haute résistance, chacun recouvert d'une couche anti-corrosion. Les ingénieurs nous expliquent. Un hauban, c'est le tendon du pont. Il doit être suffisamment souple pour jouer avec le vent et suffisamment solide pour soutenir des milliers de tonnes de béton et d'asphalte au-dessus du vide. Le fil d'acier est étiré à travers des filières en diamant, devenant fin mais incroyablement résistant. Mais voyons le processus depuis le début. La fabrication des câbles de haubans pour un géant tel que le pont Baluart ressemble à la création d'une armure multicouche, où chaque niveau de protection remplit une fonction absolument vitale. Tout commence par le traitement des fils d'acier individuels qui constituent la base de l'ensemble de la structure. Chacun de ces filaments fins à haute résistance subit une galvanisation à chaud. À la surface du métal se forme un alliage stable qui devient la première et la plus importante barrière contre la corrosion. Même si les couches extérieures venaient à être endommagées, le zinc jouerait le rôle d'anode sacrificiel, s'oxydant à la place de l'acier et empêchant la rouille de détruire la structure du fil. Après galvanisation, des centaines de ces fils sont réunis en puissants faisceaux, mais entre eux subsistent inévitablement de microscopiques cavités. Pour éliminer totalement toute présence d'air ou de condensation à l'intérieur du câble, tout l'espace interne entre les fils est rempli sous pression d'une cire technique spéciale ou de paraffine hautement purifiée. Cette substance possède des propriétés hydrofuges et demeure souple même lors d'importantes variations de température, caractéristique des hautes altitudes de la Sierra Madre. La paraffine agit comme un lubrifiant scellant interne. Elle évite que les fils ne frottent les uns contre les autres lors des oscillations du pont sous l'effet du vent, tout en créant un rempart infranchissable contre l'humidité susceptible de provoquer une corrosion interne insidieuse. Vous voyez ces bobines d'acier gigantesques, prêtes à prendre la route. Chaque section de pylône pèse plusieurs dizaines de tonnes et chacune porte la marque Baluart. C'est leur passeport pour l'immortalité. Et le passeport vers l'immortalité de notre chaîne, c'est votre abonnement. N'hésitez pas les amis. Nous quittons à présent l'industriel Monterrey pour nous enfoncer vers l'ouest, dans les montagnes de la Sierra Madre. Ici commence un territoire que les habitants appellent Espinazo del Diablo, l'échine du diable. Une route étroite, sinueuse, où d'un côté se dresse une paroi verticale et de l'autre s'ouvre un gouffre de 400 mètres. Imaginez la scène.
Vous êtes au volant d'un semi-remorque, sur la plateforme duquel repose une section d'acier de 20 mètres de long. Vous devez négocier des centaines de virages en épingle. La logistique du Baluart a été un exploit quotidien. Les roues des poids lourds frôlaient le bord du précipice, et les conducteurs travaillaient à la limite du possible. Nous empruntons l'un de ces lacets. La poussière est ocre et fine, elle colmate les radiateurs, et les freins des camions hurlent sous l'effort. Pour acheminer une seule section de pylône, il nous a fallu 3 jours à travers ces gorges, raconte le chauffeur d'escorte. L'acier de Monterrey avançait lentement, mètre par mètre, là où personne n'avait jamais construit. Nous arrivons sur le chantier. Ici, la tête nous tourne. Nous nous tenons au bord du canyon de Baluart. En contrebas, à 403 mètres de profondeur, coule une petite rivière qui d'ici ressemble à un fil d'argent. C'est comme poser la tour Eiffel au fond d'un gouffre, et son sommet n'atteindrait toujours pas le tablier du pont. La scène principale de notre reportage, l'assemblage d'une section d'acier. Une énorme poutrelle d'acier est suspendue à la grue. Le vent dans les montagnes est traître. Il peut frapper soudainement, transformant cette pièce de 50 tonnes en pendule géant. Les ingénieurs, lasers télémétriques en main, retiennent leur souffle. Une erreur d'1 millimètre et le verrou ne se fermera pas. On entend le crépitement métallique des talkies-walkies et le mugissement du vent dans les haubans. Lorsque la poutre d'acier s'insère enfin dans ses logements et que les ouvriers commencent à serrer les premiers boulons, un cri de victoire déchire l'air. C'était un combat de l'homme contre la gravité. Le pont s'est construit simultanément depuis les 2 rives, pour se rejoindre au milieu. Quand les 2 moitiés de l'épine dorsale se sont enfin unies au-dessus du vide, le Mexique a retenu son souffle. Ce n'était pas un simple assemblage, mais l'apprivoisement d'un gouffre diabolique. Aujourd'hui, le pont de Baluart est un voilier blanc parmi les montagnes cendrées. Ses pylônes, de 169 mètres de hauteur, scintillent au soleil. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Autrefois, le trajet entre les États de Durango et Sinaloa à travers l'épine du diable prenait 6 heures épuisantes de conduite périlleuse. Aujourd'hui, ce même trajet se compte en minutes. Le pont de Baluart est le maillon central d'une autoroute qui relie l'Atlantique au Pacifique. Vous voyez ce qui se dresse derrière moi? Ce n'est pas un simple pont enjambant une rivière, c'est le ruban de lumière. Nous sommes à Los Angeles, sur le nouveau viaduc de la 6e rue, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la façon dont l'acier brut est devenu une œuvre d'art raffinée. Vous êtes-vous déjà demandé comment de simples barres de fer se transforment en ces arches blanches parfaites qui semblent danser au-dessus de l'autoroute? J'ai parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à des ateliers secrets où l'on dompte le métal pour vous montrer comment est né ce nouveau symbole de la Californie. C'est parti! Pour comprendre l'ampleur de ce projet, il nous a fallu quitter Los Angeles ensoleillé et aller bien au-delà. L'acier d'un tel pont ne s'achète pas dans un magasin de bricolage. Il a été préparé dans des ateliers spécialisés où se dressent des presses capables d'écraser un char sans même chauffer. Un hangar immense où flottent les odeurs d'huile brûlante et de copeaux métalliques. Là reposent les ébauches, d'énormes poutres d'acier droite, dont l'épaisseur des parois fait réfléchir aux limites de la force humaine. Le viaduc s'étend sur plus de 1066 mètres. Il franchit 18 voies ferrées, une rivière et l'autoroute 101. Le problème du 6th Street Viaduct, c'est que l'architecte Michael Maltzahn ne voulait pas d'un pont simple. Il voulait ce que les ingénieurs appellent un cauchemar éveillé. Chacune des 10 paires d'arches n'est pas qu'une simple courbe. C'est une courbe tridimensionnelle.
comment transformer une poutrelle droite et froide en une forme parfaite et fluide? Ici, la chaleur ne sert à rien. C'est la force pure et froide qui opère. Je me tenais près d'une presse hydraulique dont la puissance se mesure en milliers de tonnes. Voici comment cela fonctionne. Une massive pièce d'acier est serrée dans un étau et un énorme piston commence lentement, millimètre par millimètre, à enfoncer le métal dans le moule. Vous entendez ce son? C'est ce grondement sourd qui fait vibrer vos dents. L'acier résiste, il gémit, mais sous la pression de milliers d'atmosphères, il est contraint de céder. Voilà ce qu'est le véritable dompte de la matière. Et maintenant, le plus intéressant. Lorsque j'ai regardé les plans pour la première fois, j'ai pensé que l'ingénieur avait simplement eu un geste malheureux. Ces arches ne sont pas verticales. Chacune des 10 paires est inclinée de 9 degrés vers l'extérieur. Vous allez demander, et alors? Elles sont inclinées, voilà tout. Mais pour la physique, c'est une catastrophe. Quand une arche se tient droite, tout le poids descend vers le bas. Quand elle est inclinée, elle tente constamment de basculer sur le côté sous son propre poids. Cela crée une torsion inimaginable. Pour éviter que le pont ne s'effondre, les ingénieurs ont dû créer un système complexe de tensions internes. Les nervures d'acier à l'intérieur des arches sont si résistantes qu'elles se maintiennent littéralement par la seule force de leur pression interne. Lorsque j'ai marché sur le pont achevé et que j'ai touché ces surfaces blanches, j'ai ressenti l'énergie tendue de millions de tonnes figées dans un équilibre parfait. C'est le triomphe des mathématiques sur la gravité. L'assemblage du Sixth Street Viaduct, c'est un thriller à part entière. Sous le pont, ce n'est pas le désert. C'est là que passe la L.A. River, ce même canal de béton où Arnold Schwarzenegger fonçait à moto dans. C'est aussi là que passent des dizaines de voies ferrées, empruntées par des trains à chaque minute. Impossible d'interrompre le trafic. À l'intérieur de ces arches et du tablier se cachent 8200 tonnes d'acier haute résistance. C'est le poids d'environ 4000 SUV ou de 10 gros avions de ligne. J'ai vu des images de ces segments d'acier géants installés de nuit. D'immenses grues soulevaient les nervures blanches des arches, pesant des centaines de tonnes, et les ajustaient avec une précision d'orfèvre au pilier. Une erreur d'1 centimètre aurait signifié que l'arche ne se refermerait pas au point le plus haut. C'était une partie de Lego géante, où chaque pièce coûte des millions, et en dessous, une voie ferrée en activité. Le spectacle était cosmique. Les projecteurs déchiraient le ciel nocturne au-dessus de la ville. Les étincelles de soudure tombaient comme de petites météorites. Et au-dessus de la rivière s'élevait lentement l'épine dorsale d'acier de la nouvelle cité. Lorsque le dernier maillon fut mis en place, Los Angeles reliait enfin Boyle Heights, cœur de la culture latino-américaine, au gratte-ciel étincelant du centre-ville. La construction a nécessité plus de 45 000 mètres cubes d'un mortier de béton spécialement conçu. Ce volume aurait suffi à remplir 18 piscines olympiques. Le pont comporte 10 paires d'arches, soit 20 segments au total. Les plus hautes atteignent 18 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Mais Los Angeles se trouve en zone sismique. Le pont doit donc être non seulement élégant, mais aussi flexible. Sous sa base sont installés 32 gigantesques amortisseurs à triple pendule. Ils permettent à la structure de se déplacer de 76 cm dans n'importe quelle direction, lors d'un séisme puissant, sans subir de dommages. Cette technologie garantit que le pont résistera au Big One, prévu en Californie une fois tous les 1000 ans. Pourquoi ce pont est-il si important? Si vous avez joué à GTA V ou regardé Fast and Furious, Grease ou L'Arme Fatale, vous connaissez l'ancien Sixth Street Bridge. C'était une icône du cinéma, mais il s'est littéralement effondré sous les yeux de tous
à cause d'une réaction chimique dans le béton. Il a été démoli et la ville a pleuré sa perte. Le nouveau viaduc incarne la réponse de Los Angeles aux défis de notre époque. Il n'est pas simplement fait de béton, mais de cet acier à haute résistance dont nous avons parlé. C'est un pont Phénix. Son allure futuriste évoque l'an 2050. Ses 10 arches symbolisent une étreinte reliant les différentes communautés. L'ancien Sixth Street Bridge a tenu 84 ans, avant que la maladie du béton ne commence à le ronger. Le nouveau viaduc est conçu pour durer un siècle. Grâce à l'utilisation d'acier moderne, avec revêtement anti-corrosion et d'une composition spéciale de béton, ce pont aspire à devenir un symbole éternel de la ville. Le soir venu, lorsque l'éclairage s'allume, les arches se mettent à rayonner d'une lumière blanche douce. C'est pourquoi on l'appelle le ruban de lumière. L'acier cesse alors d'être une force brute. Il devient éphémère, léger, comme s'il était sans poids. Mais nous connaissons la vérité. Derrière cette légèreté se cachent des milliers de tonnes de pression, des inclinaisons à 9 degrés et les nuits blanches des ingénieurs. L'ensemble du projet a coûté à la ville la somme vertigineuse de 588 millions de dollars. C'est le projet de pont le plus coûteux et le plus ambitieux de l'histoire de Los Angeles. Pour vous donner une idée, avec cette somme, on aurait pu construire plusieurs échangeurs autoroutiers classiques, mais Los Angeles a choisi l'art, figé dans l'acier et le béton. Voilà mes amis, voilà cette histoire. La prochaine fois que vous regarderez un film sur Los Angeles et que vous apercevrez ces arcs blancs, pensez à cette presse dans l'atelier et à ces 9 degrés qui ont failli rendre fous les ingénieurs. L'acier n'est pas qu'un simple matériau. C'est une volonté, figée dans le métal. Merci d'avoir été avec moi pour cette visite virtuelle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire, quel est selon vous le pont le plus impressionnant au monde ? À très bientôt dans la prochaine vidéo. Un matériau souple à partir de pierre. Eh oui, chaque année, des millions de mètres cubes de laine de roche sont produits dans le monde. Mais lorsqu'on la découvre en magasin, elle semble presque inoffensive. Des panneaux jaunâtres légers, des rouleaux, des nattes fibreuses et souples. Ce n'est qu'en visitant l'usine qu'on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple isolant de rayon, mais d'un matériau qui naît presque comme une roche volcanique après une éruption. Je me suis rendu là où la pierre se transforme en une masse aérienne, composée de milliards de fibres fines, capables de contenir le froid, le feu et le bruit. Dans ce type de production, tout commence non pas avec un matériau souple, mais avec de la pierre dure, lourde et brute. La laine de roche prend généralement naissance dans le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales. Ce sont des morceaux noirs ou gris d'apparence banale, qui évoquent davantage du gravier routier qu'un futur isolant thermique pour la maison. Tout débute loin de l'usine, dans les carrières, où le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales sont littéralement découpées de la terre par couches gigantesques. Quand j'arrive sur un tel site, je ne découvre pas un simple trou dans le sol, mais un véritable amphithéâtre de pierre, avec ses terrasses, sur lesquelles rampent lentement d'énormes camions-bennes de plusieurs tonnes. Ici, rien de doux ni de délicat. C'est une étape rude, difficile, où tout commence par des explosions, des foreuses et de la mécanique pure. D'abord, les géologues repèrent les zones où la composition de la roche convient, car pour la laine de roche, ce n'est pas seulement la dureté de la pierre qui compte, mais aussi son équilibre minéral.
Ensuite, on fore des puits profonds dans le massif, dans lesquels on place les charges. Après une explosion contrôlée, des pans entiers de roches se fissurent et s'effondrent en énormes blocs. Et c'est précisément à ce moment-là que la carrière s'anime. Des excavatrices au godet de la taille d'une pièce commencent à charger les débris dans des tombereaux. La pierre est ensuite acheminée vers le concassage primaire. Les gros morceaux, qui faisaient encore partie de la paroi rocheuse il y a peu, passent dans de gigantesques concasseurs à mâchoires, où ils sont broyés en fractions plus maniables. Le matériau est alors trié, les éléments indésirables sont séparés, et l'ensemble est préparé pour le transport vers l'usine. Autrement dit, avant même que la pierre ne devienne une masse fibreuse et souple, elle parcourt un chemin très rude et spectaculaire. De la roche massive à la matière minérale, contrôlée dont naîtra la laine de roche. Les camions les acheminent à l'usine, les déversent dans de grands silos, puis les alimentent dans le système de broyage. Là, la pierre est concassée, triée et mélangée dans les bonnes proportions. À ce stade, la production ressemble encore presque à une carrière. Mais par la suite, tout devient beaucoup plus fascinant. Après préparation, la matière première est introduite dans le four de fusion. Et c'est là que commence ce pourquoi j'adore ce type d'usine. La température à l'intérieur du four grimpe jusqu'à environ 1500 degrés Celsius. La pierre, encore dure et froide il y a peu, commence à perdre sa forme, à s'affaisser, puis se transforme en une masse épaisse et incandescente. On dirait que quelqu'un a appris à une montagne à couler. Le flot de matière minérale liquide irradie d'une lumière orange vif et évoque la lave, non pas dans le cratère d'un volcan, mais au cœur industriel de l'usine. Et voici mon moment préféré de tout le processus, la formation des fibres. Car la laine de roche n'est ni découpée dans un bloc, ni pressée à partir de poussière, ni soufflée comme de la mousse. Elle est littéralement étirée à partir de la pierre fondue. La masse liquide est dirigée vers des centrifugeuses ou des disques tournant à haute vitesse qui vrombissent à une cadence vertigineuse. Lorsque les gouttes de roche en fusion atteignent ces éléments rotatifs, elles sont instantanément projetées dans toutes les directions et étirées en filaments fins. Cela ressemble beaucoup à la fabrication de barbe à papa, sauf qu'ici, au lieu de sucre, c'est de la pierre. Et au lieu d'une machine foraine, c'est un équipement industriel fonctionnant à des températures où le métal commence à rougeoyer. Tout autour règne un air brûlant, le rugissement des turbines et la sensation d'être à l'intérieur d'un moteur géant. Les fibres volent dans l'air en nuages, tandis que de puissants flux d'air les saisissent et les dirigent vers la chambre de formage. C'est là que naît ce fameux tapis minéral duveteux, qui deviendra ensuite des panneaux pour l'isolation des toitures, des façades et des cloisons. Mais pour l'instant, c'est encore une masse très instable, molle, chaotique, presque comme une pelote de toile d'araignée minérale brûlante. Pour que ce nuage fibreux se transforme en véritable matériau de construction, on y ajoute des liants. Ils sont pulvérisés de manière très uniforme, recouvrant les fibres d'une fine couche. Tout cela vient ensuite se déposer sur un tapis roulant sous la forme d'un épais matelas fibreux. Et c'est là que je peux littéralement voir le futur isolant prendre forme. Au début, il est gonflé et volumineux, semblable à un nuage minéral, mais il passe ensuite sous un système de rouleaux et de cadres de calibrage qui lui donne son épaisseur exacte. Après cela, le matériau est envoyé dans un four de polymérisation. Ce n'est ni une fusion, ni un séchage au sens domestique du terme. C'est ici que se fixe la structure interne. Sous l'effet de la température, les composants liants durcissent et le matelas fibreux acquiert une forme stable. Si jusqu'à ce moment la laine de roche ressemblait à une masse duveteuse, après le four elle se comporte déjà comme un produit industriel fini. On peut la découper, la presser, la transporter et la monter sur les chantiers. C'est un vrai plaisir de voir comment le matériau passe d'une masse informe à une géométrie très précise. Après le traitement thermique, d'immenses panneaux se déplacent sur la ligne de découpe.
Des couteaux et scies automatiques les découpent au format standard avec une précision millimétrique. C'est là que débute une toute autre esthétique. Plus de feu ni de fusion, place à l'ingénierie pure. Les panneaux sont nivelés, emballés, compressés pour le transport, enveloppés de films plastiques et expédiés. Et tout cela à une cadence telle qu'on peine à suivre du regard le passage d'une étape à l'autre. Ce qui me fascine particulièrement avec la laine de roche, c'est qu'elle ressemble à quelque chose de léger et doux, alors qu'elle provient en réalité de roches volcaniques fondues. Il y a là un paradoxe industriel. L'un des matériaux de construction les plus doux au toucher naît dans l'un des environnements les plus brutaux qu'on puisse imaginer dans une usine. Chaleur intense, poussière, vibration, vacarme, centrifugeuse, four, convoyeur, et au final, un matériau qui s'effacera ensuite tranquillement derrière une plaque de plâtre ou une façade pour accomplir son travail en silence pendant des décennies. Et il y a encore un aspect qui se ressent vraiment sur le site de production. La laine de roche n'est pas seulement appréciée pour son isolation thermique. Elle atténue également très bien le son et joue un rôle crucial pour la sécurité incendie. Car contrairement à de nombreux isolants polymères, elle est fabriquée à partir de minéraux qui ont déjà subi une chaleur extrême à l'usine. Cela signifie que dans une vraie maison ou un bâtiment industriel, elle agit non seulement contre le froid, mais aussi comme barrière contre le feu. Difficile de croire qu'il y a quelques minutes à peine, c'était une masse rocheuse liquide, semblable à de la lave. Et c'est précisément là tout l'intérêt de ce genre de visite. On se met à regarder les choses ordinaires autrement. Car après une telle usine, la laine de roche ne ressemble plus à un truc pour les travaux. Elle ressemble à un produit d'ingénierie très sérieux, qui a traversé le feu, les centrifugeuses et des dizaines de machines, pour ensuite rester discrètement dans un mur et vous préserver la chaleur en hiver. Chaque année dans le monde, on refond plus d'1 milliard de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de cette masse devient ce sur quoi filent les trains à 300 km/h. Et voici ce qui surprend le plus. Tout commence non par de la haute technologie, mais par un simple tas de ferraille rouillée. Vieilles poutres, débris de machines, rebuts, ce qui aurait dû disparaître à jamais. Mais en quelques heures, cela se transforme en un rail parfaitement droit de 100 mètres, précis au millimètre près. Comment ? Et que se passerait-il si, au cœur de cet acier, subsistait ne serait-ce qu'une seule bulle invisible ? Restez avec nous, car un instant dans ce processus décide si le voyage sera paisible ou catastrophique. Tout commence de façon bien moins raffinée qu'on pourrait l'imaginer. La première étape ressemble à une version monumentale d'un vide-grenier. D'énormes aimants soulèvent dans les airs des tonnes de ferraille, vieux tuyaux, pièces de machines, poutrelles diverses. Toute cette ferraille hétéroclite s'envole dans un vacarme assourdissant vers une gigantesque benne de chargement. Je me tiens derrière une vitre de protection, mais même ici, je sens le sol vibrer sous mes pieds lorsque cet amoncellement de métal s'apprête à sa transformation. Ensuite, cette ferraille est envoyée dans un four à arc électrique. C'est une sorte de chaudron géant où, au lieu du gaz, on utilise l'électricité. Lorsque descendent les électrodes de plusieurs mètres de long, un arc électrique jaillit. Le bruit évoque celui de 10 avions décollant simultanément à proximité. Les étincelles fusent de toutes parts, tandis que la température à l'intérieur grimpe jusqu'à 1550 degrés Celsius. C'est ce seuil où le fer solide cède sous la pression de l'énergie et se transforme en une masse liquide qui rappelle une orangeade brûlante. Lorsque l'acier est fondu, le travail n'est qu'à moitié accompli. Pour des rails ordinaires, cela pourrait suffire. Mais ici, nous fabriquons un produit haut de gamme. Les rails à grande vitesse ne tolèrent aucune impureté
C'est pourquoi ce métal en fusion est envoyé vers une installation poche-four. Là, on ajoute au métal divers ingrédients secrets, manganèse, silicium, chrome. Chacun d'eux garantit que le rail soit résistant, sans être cassant. On y procède également au dégazage. L'acier est placé sous vide, afin d'en extraire l'hydrogène et l'oxygène. C'est d'une importance capitale. Si la moindre bulle de gaz subsiste à l'intérieur du métal, elle se transformera, quelques années plus tard, sous les roues d'un train à grande vitesse, en micro-fissures, puis en véritable problème. Le vide aspire tout ce qui est superflu, et l'acier devient pur comme une conscience après confession. Il est maintenant temps de donner forme à ce fer liquide. Cela se produit sur une machine de coulée continue. Le métal s'écoule par des orifices spéciaux et se refroidit progressivement au contact de l'eau, se transformant en longs lingots rectangulaires, les blooms. Ils brillent encore d'un rouge éclatant et dégagent une chaleur si intense que je la sens sur ma peau, même à 20 mètres de distance. Chacun de ces blooms pèse environ 5 tonnes. C'est en fait une énorme ébauche dont nous allons forger quelque chose d'extraordinaire. Puis vient la partie la plus spectaculaire de notre visite, le laminoir. Le bloom est à nouveau chauffé à 1200 degrés pour devenir aussi malléable que de la pâte à modeler entre les mains d'un enfant. Ensuite, cette barre incandescente est lancée dans un système de cylindres. Ce sont d'imposants cylindres métalliques qui pressent le métal, l'étirent et lui donnent le profil que nous avons tous vu sur les voies ferrées. À chaque passage, la pièce s'allonge et s'affine. Elle file sur le convoyeur à rouleau à plus de 10 mètres par seconde. On dirait un serpent de feu de 100 mètres de long qui tente de s'échapper de l'usine. Nous parlons bien de rails de 100 mètres. Pourquoi si long ? Parce que moins il y a de joints entre les rails, moins il y a de vibrations et de bruit. C'est précisément ce qui garantit la fluidité de roulement des trains à grande vitesse. Lorsque vous entendez ce cliquetis familier des roues, c'est le train qui franchit un joint. Sur les lignes à grande vitesse, ces joints sont quasi inexistants, car les rails sont soudés en fils continus interminables. Mais donner simplement une forme ne suffit pas. Il faut rendre l'acier extrêmement dur, précisément là où rouleront les roues. Ce processus s'appelle le durcissement thermique différencié. Le champignon du rail est refroidi à l'air comprimé selon un programme spécifique. Cela permet d'obtenir une structure métallique très fine et résistante en surface, tandis que le cœur demeure légèrement plus souple pour absorber les chocs et éviter les fissures dues au gel ou aux charges. Une fois le rail refroidi, il n'est plus aussi droit qu'il y paraissait. Le métal, en refroidissant, se déforme légèrement. On l'envoie donc vers une machine de redressage. Il s'agit d'une série de rouleaux qui plient cette barre d'acier de 100 mètres pour la rendre parfaitement rectiligne. Les tolérances sont rigoureuses. L'écart sur toute la longueur de 100 mètres ne peut excéder quelques millimètres. Si le rail est défectueux, les passagers auront mal au cœur et le rail s'usera en quelques semaines à peine. Dernière étape de notre voyage, le contrôle qualité. Ici, on ne fait pas confiance à l'œil humain. Le rail passe par une ligne automatique équipée de capteurs à ultrasons et de scanners laser. Il radiographie le métal de part en part, à la recherche des moindres défauts internes. Si un capteur détecte quelque chose de suspect, une marque de peinture est automatiquement appliquée sur le rail. Ce tronçon est alors découpé, ou parfois le rail entier repart à la refonte. Dans l'univers du rail à grande vitesse, aucun compromis n'est possible. Seul compte une confiance absolue en chaque millimètre de métal. Je contemple ces rails terminés, alignés en rangée parfaite dans l'entrepôt, et j'ai du mal à croire qu'il y a 3 heures à peine, il n'était qu'un tas de ferraille rouillé dans une benne. C'est un véritable triomphe de l'esprit humain et de la précision des calculs. L'homme a appris à dompter la puissance du feu et des pressions colossales pour que nous puissions voyager confortablement. Ajoutons encore quelques chiffres
pour que vous mesuriez mieux l'ampleur de tout cela. Un seul rail de 100 mètres pèse environ 6 tonnes, soit l'équivalent de 3 éléphants adultes alignés bout à bout. Pour poser un seul kilomètre de voie à grande vitesse, l'usine doit fondre et transformer plus de 120 tonnes d'acier de haute qualité. Chaque mètre du produit fini est scanné lors du contrôle final par 19 capteurs différents, capables de détecter une cavité interne de moins d'1 millimètre. Ce fil d'acier servira environ 30 ans, résistant à une pression colossale. Et la longueur totale de ces voies sur la planète a déjà dépassé 40 000 km, de quoi faire le tour complet de la Terre à l'équateur. Mes chaussures ont légèrement brûlé à cause de la proximité des ateliers surchauffés, et ma gorge s'est asséchée dans cet air sec, mais ce fut une journée extraordinaire. J'espère que cette promenade en ma compagnie vous a plu. La prochaine fois que vous verrez défiler les rails par la fenêtre d'un train, pensez à ces milliers de degrés et à ces flèches de feu de 100 mètres. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. N'hésitez pas à liker si cette plongée au cœur de cet organisme de fer vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle autre usine je devrais visiter pour vous montrer quelque chose d'impressionnant et de brûlant. Prenez soin de vous et choisissez toujours des chemins sûrs. À bientôt pour une nouvelle découverte.